Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, très honoré. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de vous présenter mon travail de thèse qui porte sur le chemsex en soins primaires, une étude qualitative qu'on a menée auprès de médecins généralistes dans le Finistère. C'est une thèse qui a été encadrée par le docteur Marie Barret, qui est présente dans la salle, que je salue. Merci beaucoup, Marie. Et par le professeur Morgane Guillou, qui est PUPH d'addictologie à Brest. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec ce sujet. Quelques éléments de contexte quand même rapidement. Le chemsex, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction de chemical et sex. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est les relations sexuelles sous l'emprise d'un produit psychoactif. L'objectif, les objectifs, c'est de faciliter, d'intensifier, de prolonger les rapports sexuels, augmenter la libido, l'endurance, et aussi avoir une certaine désinhibition. Et il y a un terme un peu spécifique qu'on appelle entactogène, c'est-à-dire amplifier le désir de contact avec autrui. C'est quelque chose qui est en fait assez ancien, on a l'impression que c'est nouveau avec l'actualité, pas du tout, ça date des années 90, ça a commencé avec la kétamine, surtout sur Londres et aux États-Unis. C'est quelque chose qui a été importé en France depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est arrivé en 2010, surtout dans la population gay dans un cadre festif. La prévalence du chemsex en France, elle n'est pas très claire, ça dépend des publications, on a des évaluations entre 10 et 30%, sur ce qu'on appelle la communauté HSH, donc c'est des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Il y a une étude assez récente, de 2021, qui montrait que 73% des utilisateurs de chemsex étaient HSH. Les molécules utilisées dans le chemsex, il y en a beaucoup. Et le chef de file, principalement, c'est ce qu'on appelle la 3-MMC. Dans le milieu, ça s'appelle la 3. C'est des nouveaux produits de synthèse, les catinones, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a plein d'autres molécules, le GHB, le GBL, la cocaïne, la MDMA, la kétamine, il y en a plein. L'alcool, le tabac, le cannabis, ça ne rentre pas dans le spectre du chemsex parce que c'est utilisé de façon très courante en population générale, donc on sort vraiment ça du scope. Les complications principales, vous vous en doutez, c'est les IST, particulièrement quand le chemsex est pratiqué sous forme de SLAM. Donc le SLAM, c'est l'injection intraveineuse de psychostimulants dans un cadre sexuel. Les complications addictives, elles sont massives très rapidement. 63% des utilisateurs du chemsex, des pratiquants du chemsex, entre 2008 et 2017, avaient développé un trouble de l'usage des substances avec une dépendance. Et on imagine bien par la suite toutes les complications, notamment socio-professionnelles, qui peuvent en découler. Les hypothèses et les travaux qui ont déjà été menés se sont intéressés surtout aux consommateurs et peu finalement à nous, au niveau des soins primaires, comment est-ce qu'on peut encadrer ce phénomène. Là, une revue de littérature qui date de 2022, donc qui était avant l'affaire Parpalmade, montrait quand même que 64% des médecins généralistes qui exerçaient à Paris n'avaient jamais entendu parler de chemsex. C'est une étude qualitative qui a été menée par entretien, avec des entretiens semi-dirigés sur une analyse basée sur une phénoménologie pragmatique. Il y a eu un double codage qui a été fait de façon indépendante et qui suit les règles de la grille correcte, les 32 items. On a réalisé 9 entretiens avec à peu près 7 heures de verbatim. Il y a 6 thèmes que je voudrais partager avec vous, qu'on va détailler ensemble. La méconnaissance des médecins généralistes, le consentement, la maîtrise de l'environnement, la banalisation des consommations, l'évolution du rapport au sexe et la libération de la parole. La partie du haut, ça représente le ressenti des médecins généralistes. Et les catégories plus basses, c'est les représentations du ressenti patient par les médecins généralistes. Sans grande surprise, on a une ignorance manifeste du sujet en médecine générale qui touche tous les aspects du chemsex, que ce soit les pratiques, les consommateurs, les substances, la prise en charge. On ne connaît pas grand-chose. Pour autant, le chemsex, ça veut dire ce que ça veut dire, donc on déduit assez facilement quand même l'objectif qui est recherché dans la pratique. Pour autant, même si on ne maîtrise pas forcément le sujet, on peut identifier certains motifs de consultation qui peuvent a priori être standards, mais qui peuvent nous orienter quand même sur une pratique de chemsex, des prescriptions itératives de PrEP, des prescriptions, en tout cas des demandes de dépistage IST, des prescriptions un peu inappropriées de tadalafil ou de sildenafil récurrentes chez des patients jeunes. C'est des choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille aux médecins généralistes. On sait qu'il y a une évolution très rapide des toxiques, mais pour autant, on ne connaît pas bien ni l'utilisation, ni les molécules et comment est-ce qu'on maîtrise. Malheureusement ou heureusement, l'affaire Parpalmade a contribué quand même à porter à la connaissance du grand public, mais les médecins généralistes que j'ai interviewés, ils ne faisaient pas forcément le parallèle ensuite avec une pratique qui pouvait exister chez leurs patients. Oups, excusez-moi. Le verbatim que je voulais partager avec vous, c'est, si je dois vous en présenter qu'un seul, alors je ne sais pas, non, ça ne marche pas. Il n'avait pas de problème d'érection, mais comme il avait des partenaires multiples et puis il faisait de multiples rapports dans la même soirée, c'était pour avoir une consistance dans le rapport et pouvoir maintenir une érection qui durait pendant des heures.
Ça nous amène assez vite à la notion de consentement. Pour les médecins généralistes, c'était assez clair, il y avait une identification qui était systématique de la différence entre une pratique sexuelle qui était consentie, volontaire, sous-toxique, versus un acte sexuel non consenti dans le cadre d'une soumission chimique. Et le consentement, il intervenait aussi en consultation. Il faut que ce soit OK pour le patient d'en parler. Donc il fallait qu'il y ait une condition préalable pour évoquer le sujet, qui était l'adhésion du patient à s'autoriser un échange avec son médecin généraliste. Et finalement, le médecin, s'il n'y a pas de problème, que le patient, pour lui, ce n'est pas une difficulté, s'il n'identifie pas de comportements qui peuvent le mettre en danger, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Il y avait un des médecins qui me disait que quand on mélange pouvoir et réparer, on a ces comportements hyper interventionnistes sur la vie des gens, sur ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent penser, comment ils doivent se comporter. Et cette notion de consentement, elle nous amène assez vite à la maîtrise de l'environnement et un concept qui est assez intéressant qui s'appelle les marges de négociation. En fait, le consentement, il va directement être lié à ces marges de négociation. C'est quoi? C'est un environnement qui va altérer la capacité à consentir. Ces marges, elles vont pouvoir être abaissées à cause des contextes. S'il y a des vulnérabilités, des troubles psychiatriques, un trouble de l'usage des toxiques, une précarité, qu'elle soit sociale, financière, ça va abaisser vos marges de négociation et ça peut induire des rapports qui peuvent être cédés, tarifés. Il y avait une des médecins à Brest, qui me disait « Je pense qu'il devait se prostituer, il ne me l'a pas dit clairement, c'était pas sa préoccupation, mais c'était comme ça, homme, femme, peu importe. Pour lui, l'important, c'était d'avoir sa drogue. » Cette notion de marge de négociation, elle nous emmène aussi assez vite vers la question de la banalisation des consommations. Finalement, il y a une facilité d'accès à des substances illicites. C'est normal de consommer. Au-delà du chemsex, finalement, les médecins généralistes, ils se demandaient mais aujourd'hui, c'est quoi la place de ces substances dans la société? Comment ça marche? Comment ils font pour avoir accès aussi facilement à ces produits? Ils savent que les consommations, elles sont constatées à tout âge et que les jeunes sont particulièrement sensibles à ces consommations. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont finalement une représentation qui est peut-être ancienne, dépassée, c'est ce qu'ils nous disent, des drogues et de la sexualité, alors qu'à l'inverse, les jeunes, ils ont une forme d'expertise dès l'adolescence. Les patients, dès l'adolescence, effectivement, sont déjà très au fait du sujet. Et pour eux, la banalisation de l'accès aux produits, finalement, c'était assez responsable de la généralisation de certains comportements sexuels à risque, et notamment le chemsex. Il y avait une des médecins qui me disait que la consommation de cocaïne, il y a quasiment un jeune sur 3 qui a essayé, ce qui est quand même assez fou. Et ce type de comportement avec drogue et sexe, c'est l'étape juste après. Il y a la banalisation des consommations, mais il y a aussi l'évolution du rapport au sexe. Et finalement, les médecins s'interrogeaient sur les changements de forme, la sexualité, dans une société qui bouge rapidement et toutes ces représentations du sexe. Il y a aujourd'hui une facilité d'accès à des contenus en ligne à visée pornographique qui peuvent influer directement sur les comportements, sur la découverte, sur l'exploration de la sexualité chez les plus jeunes. Il y a une nouveau mode de communication, les applications de rencontres, les réseaux sociaux, et ça, c'est des sources qui sont finalement difficiles à exploiter et difficilement contrôlables. Et ces comportements, finalement, chez des populations qui peuvent être vulnérables ou qui n'ont pas forcément le recul pour pouvoir analyser et comprendre ce qui se passe, ça peut directement influencer notamment le jeune utilisateur. Il y a un verbatim qui est effrayant. J'ai découvert ça quand beaucoup de jeunes viennent me voir à cause des harcèlements à l'école et m'ont parlé à plusieurs reprises de quelqu'un, garçon ou fille, qui s'était mis dans ce réseau-là pour faire des prestations tarifées. La personne dont on parle, elle est en 5e, elle a 13 ans. Le dernier message que je voulais partager avec vous, c'était finalement la question de la libération de la parole. Le thème du congrès, c'était « Let's talk about sex ». L'abord de la sexualité, ça fait partie des missions du médecin généraliste, mais ça nous met aussi en difficulté. C'est pas facile d'en parler spontanément. Les médecins généralistes que j'interrogeais, assez facilement, assez spontanément, ils orientaient vers d'autres sources, vers des structures, le CEGID, le XAPA, mais l'organisation du réseau de soins, finalement, c'était pas aussi clair que ça avait l'air de l'être. Le patient, finalement, assez spontanément, lui aussi peut se réorienter directement vers ces espaces spécifiques où il a l'impression qu'on a une compétence particulière, alors que le médecin généraliste, c'est pas forcément l'interlocuteur principal qui va les voir. Ça peut être des consultations avec un médecin différent de son praticien habituel. C'est des patients qui vont rechercher un médecin généraliste qui va pratiquer la prescription de PrEP parce qu'il se dit qu'il est compétent et qu'il est formé spécifiquement à ces questions. Et finalement, si on doit retenir une chose, le cœur des résultats, la nouveauté finalement de l'exploration auprès de ces médecins généralistes, c'est que la sensibilisation précoce à la sexualité à l'école, mais aussi en soins primaires, chez nous,
c'est hyper important pour pouvoir prévenir les comportements à risque. Qu'est-ce qu'on a comme take-home message finalement? Si on arrive à sensibiliser en soins primaires et à l'école assez tôt sur cette question, ça nous permet d'échanger avec les plus jeunes sur la question du consentement, les pratiques, les consommations, comment ça fonctionne. Les marges de négociation, ça nous permet d'identifier ces fameux contextes dont on parlait tout à l'heure, identifier les vulnérabilités. Ça nous permet d'échanger avec eux sur les relations qu'ils ont avec les réseaux sociaux, les comportements qui peuvent en découler, et discuter avec eux de cette question d'exploration et d'absence de recul. Et finalement, on sait que les jeunes aussi sont très, très sensibles aux toxiques. Et quand on ne sait pas, eh ben, savoir orienter, connaître son réseau de soins et savoir quelle est la prise en charge qu'on peut proposer aux consommateurs. Parce que finalement, il ne faut pas qu'on soit naïf. Aujourd'hui, il se passe ça. Ah, pardon, j'ai été trop vite. Quelques éléments pour discuter. Dans les études antérieures, le médecin généraliste, ce n'était pas quelqu'un qui était cité comme un acteur potentiel dans l'accompagnement, alors que les médecins pensaient qu'ils avaient un rôle central dans cette question, que c'était possible en tout cas de l'avoir. L'offre de soins, elle est jugée peu lisible par les consommateurs, et il y a une place qui est difficile à trouver pour le médecin généraliste dans une offre de soins qui est complexe, et il faut qu'on arrive à débloquer ces questions de sexualité. Et je vous disais, voilà, il ne faut pas qu'on soit naïf. Aujourd'hui, il se passe ça sur des applications de rencontres alors extrêmement populaires et connues dans la population HSH. Vous êtes contacté directement par des profils anonymes, voilà, qui s'appellent KEMS, avec je pense que je n'ai pas besoin d'expliciter plus le schéma, voilà, où on vous livre à domicile directement les produits, il n'y a rien à faire. Et donc ça, c'est des applications qui sont gratuites, qui sont disponibles à n'importe quel adolescent, qui peut être en tout cas vulnérable et qui est directement identifié par ces applications. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.